peu de retard aujourd'hui, mais ce sont les aléas du direct entre Paris et New York. C'est pas New York, c'est Paris. Bonjour Mariam. Bonjour Sandrine. Alors, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, merci. Moi j'étais vraiment tombée amoureuse de votre bio, Mariam. Elle était tellement originale. Alors, j'ai un petit... Désolée, petit problème technique de ce côté-là. Donc, elle était vraiment extrêmement originale. J'ai beaucoup aimé. Et elle était extrêmement lyrique aussi. C'était une bio que j'avais jamais eu l'occasion de voir. Et elle commençait comme ça. Et moi, je vais reprendre juste la première phrase qui était « Je suis née dans un train à toute allure entre l'Allemagne et la France, d'un père marocain et d'une mère française. Esprit et pris instantanément l'un de l'autre au détour d'un couloir de l'ambassade du Maroc. » Alors, on sent que vous êtes très fière, Mariam, de vos origines multiples, ce qui n'est pas toujours évident. Ah oui, oui, bien sûr, c'est une grande chance. Enfin, je vous l'avais déjà mentionné dans une autre interview qu'on avait eue. Je ne sais pas comment c'est d'être autrement, en fait. Je ne sais pas comment c'est d'avoir seulement une origine, on va dire. Voilà, je suis faite comme ça, des deux. Donc, pour moi, oui, c'est forcément une chance, en fait. C'est dans mes cellules, voilà, tout est Dans inscrit votre déjà. ADN. Ouais. Et on le sent Ouais, dans dans le livre. l'ADN, bien sûr. On le sent dans le livre parce qu'on va parler aujourd'hui, on va y revenir dans un second temps de ce premier recueil de nouvelles. Ce n'est pas votre premier livre, mais c'est votre premier recueil de nouvelles. On va en reparler dans un second temps parce que j'aimerais vraiment qu'on s'attache à vous, personnalité extrêmement attachante et plein de choses à dire. Donc, vous avez vécu dans des villes extrêmement différentes, puisque vous avez vécu à Düsseldorf, à Rabat, en région parisienne. Est-ce que ces expériences différentes dans des villes différentes ont participé à votre amour des langues, justement? Ben c'est fondateur, en fait. Hein. J'y réfléchissais beaucoup en préparant cet entretien aujourd'hui. C'était intéressant d'ailleurs parce que ça donne l'opportunité de retourner sur le début de sa vie, etc. En fait, l'amour des mots, pour moi, est indissociable des langues, voilà, de l'amour des langues, parce qu'elles me baignent constamment. Et donc, quand vous venez naître et que vous êtes baigné, votre père est marocain, votre mère est française, mais que vous entendez l'allemand toute la journée et que vos premiers mots, c'est l'allemand, bah forcément, c'est quelque chose qui marque à vie, en fait. Hein. Voilà. Et donc après, ma vie n'a été que ça, c'est-à-dire à chaque fois le bagage, c'est comme si le sac à dos se remplissait mais de belles choses, et à chaque fois c'était des nouvelles langues, en fait. Voilà. Et donc ça on va revenir sur vos expériences aux États-Unis, à Puerto Rico, donc l'anglais, puis l'espagnol qui se sont ajoutés aux trois langues, puis l'italien après plus tard. Mais ce qui était intéressant, c'est que vous dites que plus vous avez parlé d'autres langues, plus vous avez connu d'autres langues, plus vous êtes revenu à la langue française. En vérité, pour écrire la langue française aujourd'hui, vous êtes appuyé sur tous ces bagages. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que j'aimais passionnément le français depuis petite, hein, l'amour de la lecture, de lire à voix haute, de réciter des poésies, c'était déjà tout le temps en moi, en fait. Mais peut-être que la voie scolaire était moins un endroit où je pouvais exprimer, en fait, plus librement cet amour des langues. C'était, voilà, il fallait suivre les lectures, les auteurs, les grands auteurs, etc. Et donc, le chemin n'est pas le même. Par contre, avec une autre langue, je pouvais rentrer, en fait, accéder à moi, comme si je rentrais par une autre porte, en fait, à l'intérieur de moi. Et j'ouvrais, et là, je découvrais de nouveaux espaces en moi que je ne connaissais pas à travers cette autre langue. Et à chaque fois, comme c'est un nouvel apport, une nouvelle langue, on réfléchit encore, on retourne à nouveau à la sienne et on dit, mais la mienne est formidable. Enfin, et puis, on fait les liens constamment, c'est-à-dire... les racines communes entre une langue et une autre, quand on parle évidemment l'espagnol, le français, etc. Mais on sait aussi que l'espagnol alors j'ai oublié la quantité, mais c'est des milliers de mots qui viennent de l'arabe. Donc en fait, tout ça sont des apports et des expatriations qui sont déjà inclus dans les langues, vous voyez. Et finalement, je me dis, mais on est tous déjà, on est multiethniques à partir du moment où on parle déjà une langue, puisque cette langue ne vient pas d'un seul trucs comme ça. L'anglais a beaucoup de français aussi. La plupart des mots un petit peu compliqués, raffinés, etc., viennent du français.
Donc tout ça, ce sont des... D'ailleurs, ils n'ont pas toujours la même connotation. Le rendez-vous français bien sûr, n'est pas sûr. notre Après, c'est rendez-vous. ça, le mot voyage, il change, il prend un nouvel aspect qui est super intéressant, et il devient même un faux ami, parce que c'est ça, par exemple, quand on apprend, on dit, ah non, c'est pas du tout comme ça en anglais, etc. Mais tout ça fait partie de notre bagage linguistique, en fait. Et ce bagage linguistique, c'est pour moi l'apport pour l'aspect plus littéraire, on va dire. Voilà. Ah, ce que j'ai beaucoup aimé l'apport aussi, principal pour la littérature, on va dire. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans nos échanges, c'est que vous vous êtes retrouvée naturellement un peu traductrice entre certains membres de la famille. Vous étiez enfant et même peut-être encore aujourd'hui, et vous avez été là pour faire passer un peu les mots. C'est ce que vous dites souvent, que vous êtes une passeuse de mots. J'imagine que quand on est jeune comme ça et que on passe d'un adulte à un autre pour lui expliquer ce qu'a dit l'autre, on a une petite fierté comme ça de savoir manier autant de langues. J'imagine que le regard de la famille sur vous aussi vous a rendu extrêmement fier de tout ce bagage. C'est pas, je ressentais pas comme une fierté, mais c'est naturel en fait. C'est tout le temps naturel. C'est-à-dire que c'est instinctif. J'avais ces connaissances, c'était facile pour moi. Voilà. En fait, les langues ont toujours été extrêmement faciles. Et je sais que pour beaucoup de gens, c'est très, je sais après, puisque je l'ai enseigné, c'est très laborieux, c'est difficile, ça fait souffrir, ça fait peur. Et moi, pas du tout, en fait. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on venait instinctivement vers moi. Donc, des adultes venaient vers moi et me disaient, tu peux lui dire ça, tu peux dire ça, mais qu'est-ce qu'elle a dit, j'ai pas compris. Et donc, vous faites, en fait, parce que vous êtes un enfant, vous ne posez pas la question. Et ça passe comme ça fuse, en fait. C'est très rapide. Et après, ce rôle m'a accompagnée toute ma vie, oui, bien sûr, dans des situations parfois avec des personnes que je ne connais pas, je ne sais pas pourquoi, je me retrouve toujours dans un endroit, mais toujours, même dans la rue où quelqu'un va être complètement perdu, ne saura pas, et on va m'alpaguer en me disant elle va comprendre, et oui, ça, c'est bon, je comprends, et donc il s'avère que par exemple c'est l'espagnol, je ne sais pas, et donc je vais indiquer le chemin, et les gens sont tout de suite, vous savez, quand on est perdu, quand on n'a pas sa langue, il y a vraiment une perte de repères complète dans une ville et donc là, quand on a quelqu'un qui vous comprend, c'est des remerciements, on m'a pris dans les bras. Qu'est-ce que vous parliez comme langue toute petite? Donc vous êtes né en Allemagne ou non? Vous êtes dans l'Allemagne. Enfin, je suis née dans le train. Je suis née vraiment entre les deux, et voilà, je suis arrivée en France, mais pour repartir tout de suite en Allemagne. Hein, D'accord. Donc voilà. La langue de la petite enfance environnementale, en tout cas, c'est l'allemand. À la maison, vous parliez quoi? Que le français le français, et puis alors là, j'étais très petite, donc là, évidemment, net, je ne sais pas, mais mon père, je pense qu'il y avait quand même évidemment tous les mots, tout ce qui était affectueux, etc., c'était l'arabe. Mais après, entre mon père et ma mère, c'est le français. Donc la langue à la maison était le français, mais teinté de ça, d'arabe et un peu d'allemand aussi, parce que finalement, eux, ils étaient baignés d'allemand. Donc, quand on est dans un pays, finalement, il y a un moment donné où, vous voyez, il y a des choses plus faciles à dire. On capte et puis on commence à se dire des trucs comme ça naturellement, parce que toute la journée, on parle allemand. Donc voilà, c'était déjà le brassage. Et puis la nounou qui s'occupait de moi, là, c'était 100% allemand. Elle était allemande, donc là, il n'y avait pas le choix. Et quand j'allais en vacances chez ma grand-mère très petite, ma grand-mère ne me comprenait pas parce que tout venait en allemand, en fait. Donc, c'était des situations bizarres. Et donc, elle appelait ma mère. J'ai pas compris ce qu'elle me demande, là. Et donc, vous avez bénéficié de tout ça, parce qu'on dit que les enfants qui sont élevés dans au moins 2 langues ont une faculté pour apprendre les autres langues plus tard. Et je pense que ça vous a extrêmement aidé dans ce que vous avez fait après, parce que vous avez étudié les langues, du coup. Vous avez étudié les langues en France, à la Sorbonne. Vous avez étudié à la Success University, et là, alors ça, je ne saurais pas bien le dire, la Universidad de Puerto Rico. Universidad de Puerto Rico. Voilà. Et donc, vous avez étudié les langues et la psychologie. Donc, toujours cet amour des langues, tout le temps. Tout le temps. C'est naturel, en fait. C'est une façon de respirer. Je ne sais pas faire autrement, en fait, que de penser ou de lire ou de réfléchir dans différentes langues. Donc, naturellement, Mais là, c'était vraiment l'étude profonde. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où même si vous avez des facilités, quand vous rentrez dans l'étude intense d'une langue, là, vous suivez aussi. Hein, vous transpirez comme dans votre propre langue. Et voilà. Est-ce que c'est les langues qui vous ont amené, qui vous ont donné envie de voyager, d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il y a eu chez vous un appel au voyage, un appel à l'aventure, ou c'est vraiment les langues qui vous ont transporté dans des pays et des villes différentes?
C'est ma famille qui est comme ça déjà. C'est-à-dire ma famille au Maroc, on est comme ça. C'est-à-dire, voilà, j'ai des oncles qui vivent dans différents pays, qui ont eu des épouses d'un autre pays. Donc, tous mes cousins et cousines, on est tous mélangés. Donc, c'était un peu... voilà, on avait un grand-oncle. Enfin, moi, j'étais petite quand il est décédé, mais on a entendu toujours ça. Il avait été, dans les années 30, il avait pris le bateau du Maroc pour aller à Chicago. Enfin, le truc... Oui. Vous voyez, le truc vraiment que personne ne faisait à l'époque. Et c'était un monsieur qui ne lisait pas bien et qui avait un charisme et un bagou exceptionnel, mais il n'était pas super lettré, mais il savait il fallait aller ailleurs, il fallait voir, tout en sachant d'où on venait, il fallait découvrir. Et il a vraiment élevé mon père, mes oncles, etc. comme ça. Et tout ça s'est transmis, en fait. Et nous, on a baigné dans ça tout le temps. Tout le temps. Donc, c'est pas, vous êtes du Maroc ou de France ou des États-Unis, mais vous êtes du monde, en fait. Voilà. Voilà. Un peu d'ici et d'ailleurs. Quelle langue vous parlez aujourd'hui, Mariam? Régulièrement, vous dites ou... Oui. Enfin, non, quelle langue vous maîtrisez? C'est-à-dire, quelle langue vous êtes dans quelle langue vous êtes capable de tenir une conversation? Voilà, oui, l'arabe définitivement, mais je commence comme ça dans les degrés parce que c'est l'arabe, vous savez qu'il y a une différence entre l'arabe dialectal et l'arabe littéraire. Donc on peut parler l'arabe dialectal mais pas savoir l'écrire, hein. C'est ce qui fait qu'en fait tous les arabophones sont bilingues en fait quelque part. C'est-à-dire quand ils savent écrire l'arabe classique, ils ont l'arabe de la maison, ça leur fait déjà 2 langues, hein. C'est intéressant. Oui. Non, ce sont des langues différentes. On n'y pense pas, mais voilà. Donc l'arabe dialectal, je peux avoir des conversations simples. En revanche, le français, l'anglais, l'espagnol, là, je peux les enseigner. Les 3, je peux les parler, les enseigner. Voilà. Et vous parlez italien aussi? Et l'italien, là, c'est parler, et je suis encore dans le processus. Voilà, et parce que je suis pas assez exposée, mais dès que je fais là-bas un petit peu, ça vient très vite. Puis après, ça, on fait des connexions avec toutes les langues, en fait. C'est-à-dire, vous voyez un mot et ça rappelle un autre mot, et dit, ah, mais en espagnol, on est comme ça. Et puis on tente, en fait. Après, on n'a tellement pas peur, en fait, de parler qu'on tente. On dit un truc, puis on dit, on verra bien s'ils comprennent. Et puis ça passe. Voilà. Alors, moi, le seul livre que j'ai lu de vous, c'est ce petit bonbon, puisque ça s'appelle 7 éditions bonbons. Il y a un recueil de nouvelles. Alors, on en parlera. Est-ce que c'est complètement érotique ou est-ce que c'est entre la romance et l'érotisme? On en discutera. Moi, je trouve votre écriture assez orientale. Quelle place occupe aujourd'hui la langue arabe dans votre vie? Est-ce que vous avez l'occasion de la parler ou Oui, avec mon père et ma famille qui est au Maroc, je la parle. Donc, j'y réfléchissais aussi en préparant l'interview. C'est que, en fait, c'est comme s'il était toujours... il est tapis en moi, en fait, l'arabe. Je ne sais pas comment dire. C'est une base, c'est viscéral, en fait. Donc, forcément, dans la façon dont je vais m'exprimer en français, il y a l'arabe qui est caché derrière. Même si je ne le maîtrise pas de la même manière et je ne peux pas expliquer des concepts très élaborés, rationnels, etc. Mais il fait partie de mes émotions et donc, il va charger mes mots en français. Vous voyez, il va les colorer... attendez, excusez-moi. On a plus que le son. Ah. Alors, j'ai perdu Mariam. C'est un peu compliqué aujourd'hui, le direct. Hein. Alors, je vous garde avec moi. Et puis, le temps que Mariam revient, je vous réexplique quand même que Rencontre des auteurs francophones, donc c'est un concept qu'on a lancé il y a à peu près 1 an, qu'aujourd'hui, ça a extrêmement bien évolué et qu'il y a aujourd'hui donc 140 auteurs de 20 pays du monde. On a rentré des auteurs italiens la semaine dernière, donc on en parlait avec Mariam de cette belle langue italienne. On a rentré des auteurs italiens et puis donc chaque jour, je vous invite à vous connecter sur rencontre-des-auteurs-francophones.com parce que chaque jour, nous avons un blog. Mariam, tu prends ton temps, on continue. Chaque jour, un blog et on a une vingtaine d'auteurs aujourd'hui qui participent. Oui, tout va bien, qui participent au blog. Et nous avons donc les émissions hebdomadaires comme celle avec Mariam aujourd'hui et nous reprenons le fil de notre conversation. Compliqué, voilà. Mais non, mais c'est pas grave, j'ai fait un petit point sur Rencontre des auteurs francophones, ce que je n'ai pas l'occasion de faire souvent, donc c'était parfait. Très bien. Alors, ces langues, Mariam, elles vous ont amené donc à enseigner. Donc, on parlait de Puerto Rico. Et moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu cette aventure, parce que vous êtes parti quelques temps, puis vous avez fini par enseigner à l'université de français et il est resté de très, très longues années. Alors, comment êtes-vous devenu professeur dans cette jolie terre intéressante, parce que hispanique en territoire américain, donc là encore, c'est intéressant en termes de langue.
vous avez terminé, enfin terminé, pas terminé, vous avez enseigné commencé. Terminé. Je suis partie en échange. En fait, l'université, la Sorbonne, avait des programmes d'échange. La plupart des gens allaient en Europe et moi, évidemment, j'ai choisi. Voilà. Et non, ça a été un concours d'une possibilité et j'ai dit, voilà, c'est là-bas que je veux aller. Je savais que l'Espagne, je pouvais y retourner quand je voulais. C'est tellement près. Et là, c'était l'opportunité et je faisais partie des tout premiers Français, en fait, des étudiants français qui allaient là-bas. Et c'était voilà, c'était l'occasion et je me suis lancée. Et ça vous a apporté quoi? Vous êtes resté quoi, 5 ou 6 ans, c'est ça, à Puerto Rico? Non, en tout, je suis restée 7 ans. Je suis repartie un peu et je suis revenue. En tout, je suis restée 10 ans en tout. Ouais. Qu'est-ce que vous a apporté cette expérience, les gens, la vie sur place? Parce que moi, qui ai visité Puerto Rico, j'ai beaucoup aimé, mais c'est une ville compliquée parce qu'on est en territoire américain sans y être. Et puis, une différence sociale énorme entre les classes aisées qui apprennent l'américain, qui apprennent l'anglais justement, et parfois même le français, et puis les autres qui ne parlent pas un mot d'anglais. Qu'est-ce que vous avez appris ce pays? En fait, c'était comme un... Oh, c'est pas vrai. Allez, je vous entends, Marie. Attendez, vous m'entendez? Ouais, on va pas couper. En fait, vous savez ce qui se passe, je crois. Voilà, je vais continuer. Hein. Okay. Alors, on va continuer, ça va se remettre. Ouais, ça va se remettre. C'est un appel, en fait, qui rentre et qui me coupe. Ouais, je suis vraiment désolée. Donc, je sais plus ce que je disais. Alors, moi je mets vos autres ressentis sur Puerto Rico. Oui, voilà. C'était comme être dans un endroit que j'avais toujours connu. Il y avait rien de... Voilà, avec une langue différente, des odeurs, des couleurs un peu différentes, mais il y a énormément de choses qui rappellent le Maroc parce que voilà, c'est quand même avant les Américains, il y a eu les Espagnols qui étaient pendant 400 ans là-bas, et donc toute l'influence aussi arabe mort est là. Donc en fait, vous n'êtes pas si dépaysé que ça. Après, bien sûr, évidemment qu'il y a énormément de choses, mais moi j'étais comme un poisson dans l'eau. C'était très facile en fait. Voilà, il n'y avait pas. Et puis bon, effectivement, comment dire, l'ingrédient avec les États-Unis, ça fait voilà, oui. ça rajoute quelque chose de voilà, vous avez une petite île avec des grosses voitures américaines, des frigidaires XXL, enfin tout est XXL et puis et en fait c'est une petite île donc c'est voilà, c'est vraiment c'est le cœur des gens, le cœur des gens et c'est une âme très profonde. Voilà, ils ont un brassage aussi identitaire qui est important. Il y a les Espagnols et les Américains, certes, mais avant ça, il y avait les Indiens qui étaient là, et ça, ils n'ont pas oublié. Hein. C'est toute cette colonisation que les Espagnols a faite. Donc, et donc, ils sont très fiers de leurs racines. Et donc, ça ressemblait beaucoup avec d'où je viens aussi en Afrique du Nord, où on est fiers et on sait d'où on vient. Et voilà, c'était un peu un écho. Alors, il y a une question qui revient souvent quand on s'adresse à des gens qui sont multilingues comme vous, c'est en quelle langue rêvez-vous? C'est vraiment une langue que tout le monde se pose. La question, je rêve en fait, c'est marrant parce que la semaine, ça m'a encore réveillé quelque chose dans la langue de la personne, avec la personne, l'interlocuteur que j'ai en face. Par exemple, si je rêve quelqu'un que je connais qui parle anglais, une amie à moi, une américaine, je vais rêver en anglais. Si je rêve, voilà, c'est ça, selon. Je l'ai pas entendu encore. Oui. Alors pour terminer un peu votre parcours, parce que j'aimerais qu'on parle du livre, vous avez aussi collaboré à plusieurs magazines, vous avez fait des interviews, vous avez fait des rencontres, notamment pour Psychologie. C'était quoi? C'était une parenthèse sympathique de votre vie ou c'était pas suffisant pour vous d'écrire des articles et vous ayez besoin d'aller au-delà de ça? Oui, c'était un atelier, on va dire, intéressant pour oser commencer l'écriture, en fait. C'était parce que je n'osais pas encore me dire je vais écrire et je vais me mettre à écrire tout de suite ou des nouvelles ou un roman, mais voilà, c'était encore la timidité. Ouais, c'était le premier pas. Et puis, il y a un côté un petit peu très cadré, tout ça, donc qui ressemblait pas mal par exemple, à des publications universitaires. C'est pas du tout la même chose, mais je veux dire, c'est un cadre qui rappelait un peu la vie universitaire que j'avais eu longtemps, donc c'était naturel et puis après ça traitait des thèmes qui m'intéressaient, donc j'ai adoré. J'ai fait beaucoup de portraits aussi, c'était
assez naturellement, on m'a confié voilà, des portraits de personnalités, etc. Et ça, là, on rentre déjà dans voilà, ce qu'on sent du personnage alors qu'on ne le connaît pas. Et, voilà, ce qui vous donne, mais ce que vous entendez derrière les mots dans l'interview et ce que dont vous pouvez écrire. Donc, là, c'est formidable, ouais. Il y a un travail qui est assez intéressant aussi chez vous, c'est qu'au réveil le matin, vous avez vraiment le réflexe d'écrire un peu. Est-ce que ça veut dire que cet inconscient, il est extrêmement important pour vous, en tout cas dans votre écriture? Ah, il est fondamental, en fait. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai mis... Enfin, il y avait pas mal de choses qui empêchaient que j'arrive à l'écriture avant. Mais peut-être qu'il fallait toutes ces années que je comprenne déjà comment cet inconscient fonctionnait, vous voyez, parce que pour moi, c'est ma pâte à modeler, en fait. C'est vraiment ça, à la base. Et c'est pas pour écrire de manière égocentrique, parce que je me regarde que moi, mais c'est parce que c'est tellement un puissant fin, en fait, où on a des clés et puis des portes qui s'ouvrent et donc, c'est ma base pour sculpter, pour commencer, quoi. C'est ça, c'est l'inconscient, ouais. Vous parlez de portes qui s'ouvrent. Est-ce qu'il y a un travail aussi chez vous sur la mémoire générationnelle? Est-ce qui, pour vous, il est important, j'imagine, de transmettre? Puisque bon, je pense que si vous êtes arrivé à vouloir maîtriser l'arabe, c'était aussi pour ça. Vous sentez un peu un relais entre les générations passées et celles à venir? Vous avez besoin de transmettre ça? Je le sens pas comme une mission ou un relais, mais je le sens comme quelque chose de... Ça fait beaucoup de fois que j'ai répété ça ce soir, mais c'est totalement naturel. En fait, c'est comme si vous étiez traversé. Moi, c'est même pas forcément passer aux autres, c'est d'abord un devoir de respect par tout ce qui nous a été transmis, justement inconsciemment. Il y a tellement de choses, en fait. On pense qu'on a sa vie et qu'on est hyper autonome et qu'on est indépendant et qu'on décide des choses, mais il y a tout le monde derrière avant. Il y a tous les gens qui sont là avant, et même sans avoir été dans leur vie parce qu'ils sont décédés, même sans savoir exactement ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont dit, en fait, vous agissez en fonction de ça. Et à un moment donné, vous dites, oui, mais ça peut être aussi léger, ça peut être aussi bien, c'est pas forcément... il y a des goûts, des choses par lesquelles on se sent complètement attiré, et on dit, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai ça. Puis un jour, vous allez parler avec une grand-mère ou une tante, puis elle va vous dire, tu sais, tu avais la cousine machin ou la grande-tante un tel, elle adorait faire... Ah ouais, d'accord, mais j'adore faire ça, quoi. Je comprends d'où ça vient, en fait. Et c'était pour répondre à ces questions-là que naturellement, l'écriture vient, en fait, parce qu'elle vient poser toutes ces questions que j'ai en moi. Parce que moi, j'ai toujours passé ma vie à voir qu'est-ce qu'il y avait avant, en fait. C'était quoi avant? Et voilà, interpeller mes aînés, en fait, en leur demandant, et comme la mémoire orale est très forte en Afrique du Nord, enfin en Afrique en général d'ailleurs, c'était naturel. On vous transmet très facilement les histoires de famille, de rue, de voisinage. Et tout ça constitue, même si vous n'êtes pas né là-bas, même si vous ne parlez pas la langue aussi bien qu'eux, ben c'est ce qui vous construit. Et vous dites, je sais que je viens de là. Et finalement, le côté français est pareil aussi, parce que j'étais quand même avec les grands-parents, etc. Ma grand-mère, elle m'a tout raconté. Donc on sait ce qui s'est passé avant et on se dit, ah d'accord, et on peut avancer. C'est toujours cette idée qu'on ne peut pas, moi je pense qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas compris d'où on venait. C'est impossible en fait. On va se cogner dans des murs, on va faire des mauvais choix. Bon, peut-être qu'on pourra les changer après un moment donné, mais c'est un vrai devoir en fait de savoir d'où on vient. Pour moi, une responsabilité même. Ouais, voilà. C'est marrant cette histoire de mémoire orale comme ça, parce que moi j'ai toujours vécu dans l'enfance avec une histoire qu'on m'a racontée qui datait d'avant l'Inquisition. Et j'ai entendu, et un jour j'ai trouvé un livre et j'ai trouvé ce qu'on m'avait raconté. Je me suis dit, mais c'est juste extraordinaire, ça a passé des siècles, cette histoire, elle est arrivée jusqu'à moi, et moi j'ai trouvé la preuve que cette histoire que mon père m'a racontée et qu'on lui a racontée depuis des générations existait. Donc ça, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Alors, et c'est impactant, hein, c'est impactant parce que, c'est-à-dire qu'à un moment, quand vous faites ces rencontres-là, quand vous mettez ces liens-là, énormément de choses se résolvent en vous, c'est-à-dire que vous n'êtes plus la même qu'avant et les inquiétudes que vous avez, ben ça y est, ça se calme et on peut avancer. Donc on peut avancer, on peut aller encore plus découvrir le monde, découvrir les autres, parce qu'on a résolu des choses en fait finalement. Oui, et c'est à la fois extrêmement déstabilisant aussi de voir que tout ça, c'est la force de la mémoire générationnelle. Alors, on va revenir un peu à votre travail d'écriture. Quand c'est que vous avez commencé à vouloir coucher sur papier? Alors, je ne parle pas de ce qu'on a écrit dans la jeunesse, mis dans un journal, etc. Quand est-ce que vous vous êtes dit, je suis prête à écrire quelque chose qui peut tenir la route, même si ça n'avait pas été publié, etc. Quelle a été votre première étape?
Déjà, l'impératif d'écrire, enfin le sentiment impérieux plutôt d'avoir envie d'écrire, c'est quand je suis rentrée en France, après ces 10 ans à Porto Rico, ça avait ouvert tellement de choses, j'avais vécu tellement de choses. Et là, je me suis dit, voilà, ça y est, j'ai enseigné, ça y est, j'ai fait ça. C'était pas ma vocation, j'ai adoré le faire, mais maintenant, c'est une autre étape. C'est comme si un énorme chapitre se finissait. Et donc, pour moi, naturellement, je pouvais commencer à passer à l'écriture. Après, il y a la vie, il y a plein d'autres choses qui font que je ne me suis pas assise à mon ordinateur tout de suite. Et parce qu'il y a plein de choses, mais c'est le début, c'est cette première graine qui commence à s'installer dans la tête et à dire, et donc, voilà, c'est fait par journalisme, vous voyez, on commence à écrire par différentes voies, finalement. Mais c'était à mon retour. Et alors, quel est le moment où vous avez décidé, par contre, de tout lâcher pour écrire? Parce que c'est ce que vous avez fait. Là, il y a 2 ans à peu près, 2-3 ans, j'ai vécu je pense que je suis encore en partie dedans, mais il y a 2-3 ans, c'était très violent, un deuil extrêmement douloureux, où là, en fait, c'est tellement dévastateur qu'il n'y a pas d'autre choix que de s'arrêter, en fait. C'est pas qu'on fait le choix, c'est qu'on est sur le côté de la route et on ne peut plus avancer. Donc là, tout ce qui est essentiel arrive à la surface dans toute cette espèce de tourmente et de brouillard incroyable. On se dit, on essaye de capter ce qui est essentiel. Et là, c'était m'accrocher aux mots, quoi, en fait. C'était vraiment ma bouée de sauvetage. Et effectivement, écrire un livre, un roman, on va dire, ou reprendre mon roman, mais surtout mon premier roman, là, c'était écrire quelque chose. Les mots, c'est essayer de reconstruire et de faire sens quelque chose qui n'avait aucun sens. Voilà. Alors, c'était quand même... C'était ça pour moi. Et c'était une espèce de thérapie, ça vous a permis de surmonter ça. Et aujourd'hui, vous dites que c'est... Oui, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Oui, c'est ça. Non, ça a fait l'effet des deux. C'est-à-dire, c'est à un moment donné, on se dit, il n'y a que ça. Et en même temps, plus on avance et plus on fait. Dans mon cas, plus j'avance et plus je fais, et plus que je n'ai plus rien envie de faire d'autre. C'est vraiment, ça prend toute la place. En fait, c'est comme souvent moi j'appelle ça comme une machine à laver. Un deuil, c'est comme une espèce de une grande machine à laver, un grand essorage qui vous prend. Et toutes les parts éclatent et après elles ne retournent pas à la même place, en fait. Elles ne reviennent plus comme elles étaient avant, elles reviennent à une nouvelle place. Et dans cette nouvelle place s'inscrit uniquement l'écriture. Voilà. Et là, je me suis dit, c'est vraiment ça, en fait. Pour moi, il n'y a pas d'autre voie, en fait. Voilà. J'écris. Non, mais c'est ce que disent souvent les auteurs, voilà. Quand il y a des moments où ils ont décidé de se lancer en écriture, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau jeu, et c'est donc une nouvelle perception des choses aussi. Donc, et pourtant, vous nouveau rythme aussi, très important. Et pourtant, vous avez mis du temps à écrire aussi, parce que vous ne vous sentiez pas légitime pour écrire. C'est ce que vous m'aviez dit. Oui. Et ça veut dire quoi, légitime? Oui, est-ce que je suis un écrivain? Est-ce que c'est à vous de décider si vous êtes un écrivain? Est-ce que parce qu'on a écrit un livre, on est un auteur? Il y a plein de questions toujours qui tournent autour de la légitimité de l'écriture. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, ça y est, j'ai franchi un cap? Oui, avec le roman que je suis en train de terminer, là, oui, ça y est. Là, je sens que voilà, je suis entrée dans la cour des gens qui écrivent. Mais cette idée de dire, j'aime bien, moi, l'idée de, vous savez, quand on dit femme de lettres ou homme de lettres, vous voyez, je préfère cette expression-là parce qu'elle me correspond plus, puisque je viens à l'écriture, mais j'ai déjà tous mes mots d'avant, j'ai mes mots dans toutes les autres langues. Et donc, oui, c'est les lettres, en fait, finalement, depuis cette première lettre qu'on forme quand on est petit, qu'on écrit sur le cahier, oui, je suis une femme de lettres. Donc, j'écris, finalement, depuis toute ma vie. Là, ça se structure d'une autre manière. Mais il fallait enlever tout ce côté, pour la légitimité, il fallait enlever tout ce côté poids de, voilà, ces questions dont vous parlez. C'est quoi être écrivain? Combien de livres on écrit? Est-ce qu'on a publié un auteur? Est-ce qu'on est écrivain? Ou est-ce qu'on est publié par une grande maison? Est-ce qu'on est écrivain? Est-ce qu'on est légitime quand on est à compte d'auteur? Est-ce qu'on est plus légitime parce qu'on est dans une maison, etc. Et en fait, quand on enlève tout ça, on est juste dans l'essentiel. On ne pense pas à ça et on est dans sa vérité, en fait. On est vraiment dans... C'est ça.
j'écris et c'est tout. C'est un artisanat pour moi. Voilà, je ne tricote pas, je ne fais pas de poterie, je ne peins pas. L'artisanat, chaque mot, je les tripatouille, je les tire, et voilà. Vous parlez de votre enfance en répondant à cette question et ça m'a fait penser à une jolie anecdote que vous aviez racontée quand votre maman vous faisait un shampoing et que vous lui avez dit quand je serai grande, j'écrirai tes mains, maman. C'est extrêmement joli. Oui. Ouais. Oui, en fait. Excusez-moi. Oh, non, non, juste, c'est pour vous la première fois que vous vous êtes dit un jour, je mettrai tous mes mots sur un papier. Ouais. Ça remonte à ça. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, quand on réfléchit à toutes ces choses, on sait bien que c'est enfant finalement que ces choses s'inscrivent. Après, on a des parcours qui mènent un chemin ou un autre, mais enfant, on sait, on a ces évidences qui viennent et on les écoute à nouveau des années plus tard. C'était là, je le savais à ce moment-là. Ouais, c'est venu comme ça tellement fort parce que j'avais besoin de décrire ce que j'observais. Voilà, j'aime comme ce que je vois, quand l'émotion est tellement forte parfois, donc on peut la dire, on peut la raconter, on peut la partager avec quelqu'un d'autre, mais l'écrire c'est plus fort en fait, et surtout on peut le faire pour soi et puis après le montrer et que ça soit partagé ou pas, mais c'était pour aussi, oui, c'est quand cette émotion ou quand on voit quelque chose de beau qui est tellement beau, ça vous laisse comme ça. Après, il faut écrire pour se rappeler, est-ce que je l'ai bien vu, est-ce que je l'ai vécu, pareil pour les choses très douloureuses. Pour faire sens de quelque chose qui est douloureux, c'est est-ce que je suis pas folle, j'ai vécu ça, et donc en l'écrivant, non, je suis pas folle, je l'ai vécu. Alors, on va parler dans 1 ou 2 minutes de ce recueil. C'est pas votre premier livre. Votre premier livre, ça a été un livre de recueil aussi bilingue de portraits sur Zidane, Ronaldo, Nadal. Alors, c'était en français et en espagnol. Oui. Ça vous est venu d'où cette idée? Une fan de foot, de tennis, de sport? C'est quoi? Alors, c'est un mélange. On est au milieu de ça. Oui, on est à milieu. Mais vous verrez qu'il y a des similitudes quand même. En fait, comme je faisais des portraits pour différentes versions, entre autres du magazine Psychologie, j'avais des personnes à rencontrer parfois. Voilà. Et il s'avère que voilà, j'ai rencontré Nadal et j'ai rencontré Zidane, mais complètement. L'histoire est absolument folle, quoi, parce que je suis allée au Real Madrid et c'était pour interviewer Ronaldo, mais entre-temps, l'agent n'a plus voulu. Il n'y en a plus d'agent n'a plus voulu. Non, mais donc j'ai plus voulu entre-temps. Je suis quand même restée, et puis il y avait le petit gardien là, de l'entrée et tous leurs horaires. Ils me disent, si tu restes là, tu vas voir, ils vont passer. Et puis en fait, j'ai vu Ronaldo passer comme une flèche comme ça. Et hop là. Là, non. C'était une histoire complètement incroyable. Et je m'approche et je lui dis, je lui montre ma carte de visite et je lui dis, je viens pour interviewer Ronaldo. Est-ce que vous pourriez lui passer ma carte de visite parce que l'agent ne veut plus rien savoir pour qu'il me rappelle. Et lui, il me regarde, il me dit, oui, oui, d'accord. Et je lui dis, oh, mais vous avez l'accent marseillais, je ne me rappelais pas. Je lui dis, et quand je raconte ça aux gens, les gens me disent, mais Marielle, tu avais Zidane et tu lui parles de Ronaldo. Ah, c'est excellent. En rentrant chez moi, et en rentrant dans ma chambre d'hôtel à Madrid, là, j'ai écrit tout ce qui s'était passé, en fait, voilà, ce que j'ai ressenti de cet être humain qui était iconique, que je rencontrais, mais c'était un être humain, c'était un homme qui baisse la vitre, qui me prend ma carte et qui me dit d'accord, avec l'accent. Et de là, voilà. Et alors, après qu'ils étaient évidemment très amis. Alors, on va parler de 7. Un peu coupé là. Oui, ça coupe un petit peu, mais on vous entend, donc tout va bien. Donc, on va parler de 7, donc ce recueil de nouvelles. C'est une réimpression améliorée. Alors, comment est né 7 et pourquoi 7? Parce que c'est un chiffre important dans la culture arabe. Est-ce que c'est pour ça que vous l'avez choisi? Non, là, c'est parce qu'il y avait 7 nouvelles et que je ne savais pas quel titre donner, et puis je me suis dit, et quelqu'un m'a suggéré ça, un autre écrivain d'ailleurs, il m'a dit, mais ça y est, tu l'as, ton titre, c'est 7. Je dis, bah oui, c'est ça. Mais c'était pareil, comme j'écrivais des textes courts séparément, à un moment donné, là c'est toujours cette fameuse idée de travail de l'inconscient,
on sait que les thèmes qui nous animent viennent de l'inconscient. Ils ne sont pas comme ça, on ne s'assied pas un jour en disant « je vais écrire sur ça ». Sinon, on écrit, mais de manière très rationnelle et ce n'est pas la même écriture. C'est-à-dire, on le fait pour un devoir, on le fait pour rendre un truc à un mémoire ou quelque chose comme ça. OK. Mais là, ça vient de l'inconscient. Donc, c'était des sets que j'avais, des textes que j'avais de droite et de gauche, de textes, beau lapsus. Et tout d'un coup, je me suis aperçue qu'il y avait un lien en fait entre toutes ces histoires. C'était le même personnage féminin et il y avait un lien. Et donc, j'ai dit, je vais faire un recueil de nouvelles. Ça existe, ça s'appelle comme ça. Et on va l'intituler Sept. Et même si les histoires sont fragmentées et très différentes, il y a un lien conducteur. Voilà. Alors, en tout cas, nous, on est en exclusivité aux États-Unis. Je suis ravie. Donc, il n'y a plus beaucoup de stock, donc n'hésitez pas à le commander. C'est un recueil qui a votre image, je trouve, Marielle, qui est très multiple. On a un personnage principal qui doit avoir à peu près votre âge, si on suit bien, c'est Violette. Et Violette, elle rencontre des hommes qui viennent de partout, ou plutôt qui sont à l'image de vos origines multiples. Violette, c'est un peu la sensualité révélée par ces hommes. Au premier regard, Violette s'enflamme. On est un peu dans le conte érotique. Quand je dis conte érotique, c'est que c'est un conte de fées, mais ça tourne très vite à l'érotisme. C'est qui Violette? C'est un personnage que vous avez pris par rapport à des femmes que vous avez connues, ou c'est un personnage dont vous avez rêvé? Elle vient d'où, Violette? Non, c'est des facettes de moi. Violette, c'est tout plein de parties de moi comme ça, dans des moments très courts. Après, bien sûr, il y a le travail d'imagination qui rajoute effectivement des éléments. Mais voilà, je vous ai raconté un événement comme rencontrer quelqu'un qu'on n'imagine pas. Toute ma vie est toujours comme ça, pas forcément des gens connus d'ailleurs. Surtout pas des gens connus d'ailleurs, mais chaque rencontre est unique et puissante en fait. Et chaque séparation aussi, et tout ça, moi, ça me laisse pas indemne en fait. Je commence pas une histoire comme ça et je termine pas. Ça a un impact très important, ça me change, ça me révèle à une autre phase de ma vie, à la prochaine, etc. Et donc oui, ce personnage, elle a toutes ces facettes de moi en fait. Et c'est intéressant le mot que vous utilisez, érotique, parce que pour moi, ou aussi très oriental, parce qu'en fait, être oriental, c'est ça. C'est pas être érotique, mais c'est être dans la sensualité tout le temps. Mais constamment, en fait. C'est-à-dire la façon dont on vous caresse le bras, on vous dit viens ma chérie, c'est d'une sensualité dans tout. Donc, en fait, on est déjà, sans être forcément, évidemment, érotique ou... C'était un point avec tout le monde, c'est pas du tout ça. Hein. Mais non, c'était un point que je voulais soulever. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, non, mais je l'ai repris parce que je vous avais entendu. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je me permettais de reprendre, parce que je vous avais entendu le dire tout à l'heure et je trouvais que ça décrivait. Je savais pas que c'était ça quand je l'ai écrit, je l'ai pas écrit comme ça, mais maintenant que je vois que vous le percevez comme ça, je me dis ça vient aussi de là. Les racines, c'est comme ça, on est comme on est. Et donc Violette est comme ça, oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Violette, elle a un petit côté désuet dans son prénom, parce que Violette, c'est un vieux prénom qui évoque peut-être le début du XXe siècle. Et d'un autre côté, elle est extrêmement libérée. Donc, elle vit ses aventures sexuelles pleinement. Il y a un côté, ce que je disais, il y a un côté très oriental, très charnel en vérité. On parle de sensualité, mais il y a un côté très charnel aussi. Est-ce qu'il y a des écrits qui vous ont inspiré? C'est pas forcément des écrits, oui, c'est plutôt en espagnol, ou alors pour le coup peut-être plutôt en espagnol, plutôt de la poésie ou des textes plutôt plus courts qui sont très cinglants, qui vous rentrent dedans, si je puis dire. Mais le cinéma, là, pour le coup, là, c'est très visuel, ou l'art, ou une peinture, ou une photo. Tous les autres domaines artistiques, en fait, là, je pense qu'ils contribuent plus à vraiment colorer mon imaginaire, vous voyez. Et donc, voilà. Et oui, au personnage, bien sûr, mais c'est intéressant que vous la voyez comme ça un peu désuète, parce qu'elle a... Non, le prénom est désuet. On dit aussi souvent ça. Le prénom est désuet. Et c'était fait exprès, en fait. J'ai voulu, en l'appelant comme ça, mélanger ce côté naïf qu'elle a, mais extrêmement spontané. Donc, elle se pose des questions et donc les choses vivre. En étant responsable, en étant adulte, bien sûr, c'est pas une enfant, mais elle garde cette part enfant en elle, en fait. Elle garde. Non, il y a une naïveté.
ne serait-ce que la façon dont elle tombe amoureuse, comme ça, en quelques secondes, avec un regard, avec un geste. Et qu'elle ait 18 ans et qu'elle ait 35. Donc, elle garde cette part d'enfance. Alors, je vous demandais tout à l'heure si c'était un récit d'amour, alors pas d'amour romanesque, mais d'amour, ou si c'est un récit érotique, ou classé comment, ou si c'est un peu des deux finalement. C'est un peu les deux, mais pour moi, l'amour, en tout cas, l'amour dans un couple a une dimension érotique à un moment donné, forcément, mais pour moi, c'est l'amour. Pour moi, c'est vraiment l'énergie très puissante de l'amour. C'est pour ça qu'aussi Violette, elle ne désaime pas. C'est-à-dire, elle peut passer, il y a peut-être une autre histoire après, ou une autre qui s'est mélangée, ou il y a un truc qui est venu avant, etc. Parce qu'elle aime tout le temps, en fait. Elle aime, elle aime pour l'éternité. D'ailleurs, le recueil commence comme ça. Elle s'est rendue compte que l'amour ne meurt jamais. C'est vraiment une énergie jamais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Et ça, c'était... Pardon. Je suis désolée, quand il y a un décalage, j'ai l'impression que vous avez... Moi aussi. Et donc, non, il y a pas un personnage, mais il y a un prénom qui revient à 3 étapes de sa vie, qui est le prénom de David. Et ce David, il est un peu de partout aussi. Hein. Il est arabe, il est juif, il est peut-être russe. On ne sait pas, le dernier David est de classe de rousseur. En tout cas, je sais qu'il vient d'Europe, peut-être de l'Est. Non, il est irlandais, le dernier. Il est irlandais, voilà. Il vient d'Europe. Et donc, c'est quoi que c'est un fantasme, cet homme qui revient différemment à des périodes charnières de la vie de Violette, comme si le fantasme n'était pas de l'homme idéal, mais de cet homme qui, avec le même prénom, revient à des moments différents et c'est un homme différent à chaque fois. Non, c'est pas du tout quelque chose de... C'est pas un fantasme, il s'avère que c'est à chaque fois, c'est 3, d'ailleurs, dans Le Roi David, elle l'explique, c'est 3 David à 3 différents moments de sa vie qui vont l'initier à différentes étapes, en fait. Et ils ont le même prénom. Donc, c'est là encore plus pour elle, parce qu'elle se dit, mais j'aime toujours la même personne, finalement. Même si il y en a un qui est celte, l'autre qui est... peut-être un petit peu juif, un petit peu arabe, on ne sait pas trop. Enfin, c'est pas important finalement parce qu'ils constituent tous des parties d'elle qui l'amènent à découvrir une nouvelle partie d'elle. Et donc la puissance du prénom rajoutée à tout ça. C'est pas important, mais c'est quand même fait. Oui. Ça me fait dire quand même que ces personnages, c'est un peu aussi Mariam, quoi, qui viennent un peu partout et donc l'on retrouve dans sa littérature, c'est un David qui est multiplié par autant de continents possibles. Donc là encore, je trouve qu'on trouve un petit peu de vous, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et puis la façon de, et puis aussi à un moment donné, mettre en lien les choses qu'on vit, c'est-à-dire, moi, je ne sais pas ne pas me poser de questions. Je n'y arrive pas. C'est comme ça, je me réfléchis tout le temps. Donc, à un moment donné, voilà, je me dis, il y a ça, il y a eu ça, mais ça voulait dire ça. Et puis, finalement, les expériences, et ça me donne généralement raison. Donc, je me dis, oui, donc j'avais bien compris que c'était ça. Et c'est des analyses, finalement, perpétuelles. Donc, plutôt que de les avoir dans ma tête, je les pose dans un livre et je les raconte dans une histoire. Je pense que c'est plus efficace. Alors, ce qui est intéressant aussi, et ce qui n'est pas banal, parce que souvent on choisit de parler à la première personne ou à la troisième, vous parlez de 2 façons différentes. Il y a des nouvelles qui commencent à la première personne et d'autres qui commencent à la troisième personne. C'est quoi? C'est un choix justifié ou c'est plutôt infini au moment où vous avez écrit? C'est quoi? Oui, c'est-à-dire, ça dépend quelle est l'importance ou ce que le personnage avec qui Violette est à ce moment-là, ce qu'il a révélé en elle. C'est-à-dire si c'est des choses, peut-être la durée de leur histoire, ou parce qu'il y a des histoires qui sont un peu ratées aussi. Vous avez vu, il y en a une qui commence à l'envers, etc. Donc là, je sentais qu'il valait mieux que je parle à la troisième personne pour prendre ce fameux recul où là, elle essayait de comprendre pourquoi elle le retrouvait à tant d'années, mais en fait, ça se passait, puis il y avait un démarrage, puis ça s'arrêtait, puis après, l'autre personne est occupée, puis n'est pas disponible, il y a tout ça. Il y a le fait qu'on je voulais essayer de montrer à quel point les vies s'enchevêtrent et c'est pas du tout toujours le bon moment, en fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'amour n'est pas sain dans vos nouvelles. Il est physique,
où il est dans la douleur. D'ailleurs, moi, j'ai trouvé que le plus beau texte d'amour, finalement, c'était celui du divorce éclair. Après tant d'années à vivre ensemble, je trouve que ce divorce éclair comme ça dans une salle où il y avait plein de gens et on tapait sur un marteau en disant c'est moi divorcer. Je trouvais que la violence du divorce avait quelque part réchauffé un peu l'amour entre ces deux êtres. Exactement. Et donc, j'ai quand même une question à savoir, est-ce que l'amour qui finit bien, ça ne vous inspire pas, Mariam? Parce que je ne le connais pas. Je ne le connais pas. J'aimerais bien le connaître. Mais c'est pas, en fait, la question n'est pas ça. C'est pas est-ce qu'il finit bien, c'est qu'il ne finit jamais. Et donc, à partir du moment où on a accepté ça, eh ben, on avance plus sereinement dans sa vie. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas essayer de mettre de point final à des choses. Alors, je ne dis pas que toutes les histoires ont la même valeur, etc. dans nos vies. C'est pas ce que je veux dire. Mais il ne faut pas chercher à évincer finalement quelque chose qui a eu lieu pour absolument être dans cette nouvelle sans passer. Parce que c'est comme ça, parce que nos racines, plus on les connaît et plus elles vont profond dans la terre. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas la même chose avec un amour. C'est-à-dire... un amour est là, il nous a constitués. On peut rêver des années plus tard de quelqu'un qui a été, avec qui on avait 20 ans et on découvrait tout. Et tout d'un coup, il va y avoir un truc et on se dit waouh, ou un rêve. Moi, j'ai très, très souvent ça, des rêves. Et là, je sais que voilà. Après, on peut parler aussi d'un aspect plus spirituel où pour moi, il y a une vraie connexion d'âme. Et si je rêve de cette personne à ce moment-là, peut-être que cette personne est en train de vivre des choses où il est tombé sur des photos et il a vu des photos quand on a temps, et moi j'en rêve la nuit. Je sais que c'est pas que je suis convaincue que ces choses arrivent, c'est qu'elles arrivent souvent comme ça, vous rêvez et puis vous allez avoir un appel ou un mail 10 ans plus tard, la personne vous dit salut, comment tu vas, et voilà. Et alors, on en connaît des histoires de couples qui se sont retrouvés. Parce qu'on essaye trop de catégoriser et de terminer. Oui, pardon. Non, mais qui construisent pour construire, vous voulez dire non, des couples qui se retrouvent après 20 ou 30 ans et qui se retrouvent comme au premier jour et qui repartent sur une histoire qui avait été interrompue avec un autre mariage, une autre famille, une autre vie. Donc oui, ça existe. Alors, ce sont des nouvelles, mais il y a quand même une continuité dans le texte. Ça veut dire que c'est vraiment Violette du début à la fin avec ses tranches de vie amoureuse. Donc, même si les nouvelles sont différentes, on a vraiment une espèce de fil rouge qui est Violette et ses histoires d'amour qui finissent mal en général. Je ne sais pas. Vous trouvez qu'elles finissent mal? Elles finissent à la hauteur de ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire, je pense qu'une séparation est aussi à la hauteur de la force de la rencontre. Et comme j'ai essayé en tous les cas de décrire dans ce recueil, c'est déjà le choc parfois et la puissance de la rencontre qui vous prend complètement au dépourvu. Vous ne vous y attendez pas, vous êtes à un endroit, vous ne savez pas que ça allait vous arriver et boum, ça arrive. Et souvent, quand on regarde l'histoire en arrière et qu'on regarde la fin, on se dit waouh, c'est terminé exactement comme ça avait commencé en fait. Alors c'est rigolo. Forcément, pas simplement, pas. Je viens de noter que finalement, elle était très, très fleur bleue, Violette. Elle était très adolescente dans ses réactions face aux hommes. Et fleur bleue, Violette, est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que... Oui, je trouvais... le prénom est venu très spontanément à moi, mais c'est vrai que ça me plaisait l'idée que ce soit comme une fleur, en fait. C'est-à-dire, elle a ce côté extrêmement naïf et aussi un peu fragile, parce qu'une fleur, elle est fragile, mais elle est en même temps... elle est... Et elle n'a juste qu'un truc à faire, c'est être une fleur. Elle n'a pas de questions à se poser. Et je trouvais que ça représentait bien Violette, en fait. Cette force intérieure qu'elle a, l'adolescent, même si l'adolescence, on sait que c'est très compliqué, on se pose plein de questions et tout. Il y a une puissante et qui correspond à une fleur et elle est dans cette énergie vitale, toujours vivre, faire vivre... parce qu'elle ressent aussi des choses comme ça. Donc, elle ne tombe pas sur des personnages qui sont simples. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi à la mesure de ce qu'elle est, elle. On attire ce que l'on est. Hein. On attire parfois le contraire, certes, mais toujours mais même si c'est un contraire, il y aura une part de nous dans cette autre personne. Et donc, voilà, c'est comme ça. Violette n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Et on a l'impression que pour elle, la liberté sexuelle, c'est un peu sa liberté ultime.
Il y a un peu de cette révolution sexuelle de nos parents, je trouve, dans Violette. Et je trouve qu'à une époque, aujourd'hui, où on fait attention à tout, où la liberté de ton est quand même extrêmement compliquée, extrêmement remise en cause, Violette, elle s'en fout, elle est libre. On a vraiment l'impression de ça. Ouais. Oui, d'ailleurs, il y a une des nouvelles, Le voisin du 7, c'est ce qu'il lui dit à la fin. Ils ne se connaissent même pas leur prénom. Et à la fin, il lui dit, au fait, tu t'appelles comment? Elle lui dit Violette. Et il lui dit, c'est un prénom libre comme toi. Ouais. Mais c'est au-delà, en fait, d'une liberté juste d'expression sexuelle. C'est vraiment que par le corps, enfin, ça, c'est ma conviction. Donc, c'est pour ça que j'écris comme ça. C'est par le corps qu'on se découvre réellement, qu'on entre en soi et qu'on accède à des choses que l'on n'imaginait même pas. Ça n'est que par ça. Et c'est pas une libération, si vous voulez, par rapport à d'autres. C'est pour soi. Ce n'est pas par rapport à d'autres. C'est pas pour dire, voilà, je viens, les femmes ont été opprimées, je dois faire, et puis maintenant on doit parler. Non. Vous voyez, c'est dans le sens dans ce sens-là, dans le sens de, c'est par comme enfant, en fait, enfant, on est que des sensations, on a des sensations constamment, et puis on commence à apprendre à parler et à les exprimer en mots, n'est-ce pas? Et ben, finalement, je pense que la plus grande libération, toute ta vie, elle est comme ça, c'est à travers ce que l'on ressent, ce qu'on touche, ce qu'on voit, et donc, oui, parfois, ça passe par, effectivement, la partie d'être vraiment en amour avec quelqu'un physiquement. Mais finalement, c'est tout qui... Moi, je le vois comme ça. Alors, on va parler un peu des projets. Donc, je rappelle que cette édition Bonbon, voilà, est disponible sur Rencontre des auteurs francophones. Il y a des projets en cours, et notamment La Lune bleue. C'est un nouveau roman, c'est un recueil de nouvelles, c'est quoi? C'est un roman. L'amour toujours. C'est un roman. Et l'amour toujours au centre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, je vais même encore plus loin. Forcément, il y a la construction du roman. On a plus de place, en fait. Hein, donc, voilà. Même si le départ était comme ça, j'avais construit encore un peu pareil. Parce que dans ce sens, enfin, je suis autodidacte dans ce sens-là. Je n'ai pas fait d'études littéraires où j'apprends à construire, etc. Donc, voilà, j'ai écrit un récit, j'en ai écrit un autre, puis je me dis, c'est bien, ils vont bien ensemble, ça. Je me dis, on va recommencer comme ça. Oh non, c'est pas possible. Là, il faut que je fasse un roman. C'est sérieux, Marine, sérieux, là, il faut que tu fasses un roman. Il sort quand ce roman? Là, je termine la 3e version. Je le réécris encore une 3e fois. Et normalement, allez, dans 15 jours, enfin, sortir, je ne sais pas, mais dans 15 jours, il est prêt à être relu, voilà, bien relu. Je l'ai vraiment, ça fait 2 ans que je travaille beaucoup dessus. Alors, on n'espère l'avoir pour la rentrée de septembre, on va voir. Oh, oui, il y a un autre projet extrêmement ambitieux dans votre liste de projets, c'est une maison d'édition. Alors, c'est un projet difficile, ambitieux, passionnant, onéreux. Est-ce que vous y allez seul? C'est ma première question. Est-ce que vous allez être porté à bout de bras? Et puis, vous allez diffuser quoi? C'est quoi l'objectif de cette maison d'édition? Ouais, alors j'y vais seule, mais évidemment non, puisque je vais m'entourer de graphistes, imprimeurs, éditeurs, relecteurs, etc. Mais seule dans le sens où je le vois comme, plutôt qu'une maison d'édition, je le sens plus comme une maison de l'écriture. Toujours pareil, mon rapport à l'écriture et à la littérature est différent puisqu'il vient de la linguistique, on va dire, de multiples langues. Donc, c'est comme ça que comme une maison, en fait. Je me suis dit, plutôt que juste auto-publier, énormément de gens le font et c'est absolument merveilleux. Je suis très admirative de ça. Mais je me suis dit, pourquoi pas à un moment donné avoir ta maison? Tiens, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On a le livre, mais on va lui mettre une maison au-dessus. Comme ça, ça sera bien dans sa maison. Et après, j'accueillerai qui voudra participer. Mais l'idée de cette maison de l'écriture, c'est parce que je veux être maître de mes écrits, c'est-à-dire et en français et les réécrire en espagnol, après bien sûr édité par un éditeur hispanophone, et la même chose en anglais en fait, et sans avoir à attendre qu'on me dise attends pour les droits et après on pourra envoyer, tu feras, puis ce sera une traductrice ou un traducteur qui le fera. C'est que je en étant bien sûr très accompagnée comme pour le français finalement, et c'est ce qui me plaît, c'est cette partie créative qui est juste géniale, parce que là, quand vous réécrivez un livre, quand vous passez de l'anglais à l'espagnol, enfin du français à l'espagnol, vous ne dites plus. Alors, moi, j'aimerais
Alors, je vois que Mariam est figée. Je ne sais pas si on va pouvoir finir l'interview. Moi aussi, moi aussi. Alors, sur le moniteur, ça marche. Ah, ça y est. Ne nous inquiétons pas. Sur le moniteur, ça marche, tout va bien, les gens nous voient bien. J'aimerais finir avec ce que j'aimerais faire, le petit questionnaire de Proust, avec quelques petites questions rapides. Alors, la langue qui vous donne le plus d'émotion, c'est peut-être compliqué comme question. Ah ouais, c'est compliqué. Ça sera l'espagnol et l'italien, curieusement, même si l'italien, je le domine pas du tout pareil, mais disons que je m'envole dans des choses magnifiques. Après, ça dépend quelles émotions. Si c'est des émotions spectaculaires, on va dire, ou si ce sont des émotions viscérales, c'est pas la même chose. Ça sera pas la même langue alors, du coup. Alors, un pays dans le monde où vous aimeriez poser vos valises? Est-ce qu'il existe? Dans un pays dans le monde? Oui, est-ce qu'aujourd'hui, aucun? Mais aucun, aucun. Dans chacun, je fais une tranche de vie. Je fais une tranche de vie dans chacun, voilà, pour vraiment sentir que j'ai... Même en France, hein, je n'ai pas déposé mes valises en France. Alors, si ce soir, je vous dis, faites vos valises, Mariam, on s'en va, vous partez où? Je repars au soleil, c'est sûr. Je repars, il fait bien chaud. Et non, peut-être l'Italie. Non, ouais, peut-être l'Italie. Peut-être Rome. Du Sud, alors. Ouais. Au soleil. Oui. Là où il y a tout, là, il y a la langue, il y a la nourriture, il y a le ciel, il y a les couleurs, il y a l'art, il y a tout. Oui, ça serait l'Italie. Alors. Et les hommes, du coup. Ah, oui. Alors, Mariam, vous lisez quoi en ce moment? En ce moment, alors là, je ne lis plus depuis une semaine, mais j'ai terminé Saturne de Sarah Chiche. Oui, absolument exceptionnel. Exceptionnel. Et je pense toujours ça, qu'un livre arrive toujours dans notre vie au moment exact où on devait le lire. Et voilà, je l'avais acheté cet hiver parce que le titre m'avait complètement impacté. Après, quatrième de couve, tout ça, j'ai dit hop, en 2 secondes, c'est celui-là que je prends. Mais je n'ai lu que maintenant, il tombait vraiment parfaitement au bon moment. Ouais, il est sur ma table de chevet, moi aussi. Depuis un moment, il est là aussi, il est prêt. On parlait de livre de chevet. Un livre de chevet, est-ce qu'il y a un livre que vous avez lu plusieurs fois, que vous avez aimé offrir, un livre qui a été important pour vous? Là, ça sera pas en littérature, mais c'est plus un livre de méditation que j'aime énormément, d'une américaine qui s'appelle Melody Beattie. Et en fait, c'est une méditation par jour, mais elle écrit de manière très littéraire, c'est-à-dire c'est pas uniquement, c'est pas du développement personnel, etc., un peu froid. Voilà, non, c'est vraiment une écriture très poétique qu'elle a et très spirituelle en fait finalement et voilà, ça s'appelle The Language of Letting Go. Ça serait le livre. C'est celui que j'ai offert. J'ai offert en anglais ou en espagnol ou en français. C'est celui que j'ai offert le plus d'ailleurs. Ouais. Voilà, c'était le sens de ma question finalement. Un plat qui vous parle, un plat qui vous ramène à l'enfance, que quand ça va. J'ai pas entendu, pardon. Un plat. Un plat. Oui, un plat. J'essaie de trouver un qui vous parle, qui vous ramène à l'enfance. Le couscous. Poulet, viande, agneau. Couscous de rabat, 7 légumes, avec un peu de viande, bien sûr. Ouais. C'est le couscous, la lame se transporte, il peut tout arriver, c'est bon. Est-ce que, si vous écrivez des histoires d'amour, est-ce qu'il y a une histoire d'amour de fiction ou une histoire d'amour réelle qui vous a marqué dans votre vie? Donc, ça peut être un livre, mais ça peut être une histoire de personnage. Au cinéma, oui. Oui, qu'importe. Est-ce qu'il y a une histoire d'amour qui vous a apporté? Eh ben, vous savez, c'est d'actualité puisqu'il vient de décéder. J'ai vu cet hiver la série The Crown sur Netflix. Ouais. Donc, c'est avec la reine Elisabeth. Et évidemment, c'est un travail de réalisation, etc. Et on est forcément en grande partie dans l'imaginaire. Mais quelle puissance, quoi. Quelle puissance d'histoire, de longévité, de traverser des tempêtes intimes, universelles. Et pour finalement, voilà, il est parti là. Il a 99 ans. Je pense. D'ailleurs, je réécrivais la deuxième version. Je réécrivais la deuxième version de mon roman actuel, de Lune bleue, pendant que je regardais, je ne sais plus quelle saison, enfin voilà, j'étais en plein dans les saisons et ça nourrit beaucoup en fait mon écriture,
évidemment cette image qu'on nous a donnée d'elle et d'eux à l'écran, mais la capacité d'interprétation des acteurs était vraiment phénoménale. Et moi, j'ai senti qu'il y avait une partie de vérité. Sincèrement, j'ai senti que, voilà, cette histoire. D'ailleurs, c'est pour ça, sinon, on n'aurait pas eu envie d'en faire un film. Sans avoir vu la série, je pense qu'on a tous plus ou moins découvert le prince Philippe lors de sa mort. Et c'est vrai que le personnage était juste incroyable. Je pense qu'on ne s'y est pas attaché, on n'a pas cherché à le découvrir. Noyé certainement par l'image de la reine, une image très froide finalement, et peut-être que ce n'était pas ça. Ouais. Et non, là, je trouve que c'était assez romanesque moi aussi ce décès, parce qu'il a fait surgir pas mal de choses sur le couple royal. Alors, pour terminer, allez, un mot en arabe que vous aimez bien, qui vous parle. Kanhabek. Kanhabek, c'est je t'aime. Ah ben voilà. Ouais. Alors j'allais vous demander un mot en italien. Oui, tous les je t'aime, les je t'aime dans toutes les langues finalement, ça reste. Ben on va conclure avec ça. Alors. On peut l'amour, mais j'aime aussi. Mais j'aime beaucoup aussi parce que j'en profite pour parler du féminin, du masculin. Vous savez que dans chaque langue, un mot peut être féminin, et un de mes thème préféré, c'est la lune, en fait. Et donc en français, en espagnol, en italien, tout ça, ça va être féminin. Mais en arabe, c'est masculin. Al-Qamar, c'est masculin. Et je trouve ça génial, quoi. Et c'est l'inverse. Et le soleil est féminin. Et je me dis que c'est incroyable que les deux langues qui structurent vraiment, en fait, ma base est l'opposé dans ces deux astres. Vous voyez que, voilà, que je trouve... fondateur en fait, voilà, enfin qui constitue notre univers. Alors si le mot de l'amour c'est votre mot, ben, je vais vous laisser le dire en italien, en espagnol pour conclure ce petit Proust. Alors allez-y. Un mot, vous voulez un mot, parce que c'est un peu un mot, une conclusion ou une phrase, j'ai pas entendu ça. Oui, non, si le mot de l'amour est votre mot, si le mot de l'amour est votre mot, je vais vous laisser le prononcer en italien et en espagnol. J'ai entendu. De dire au revoir. Non, l'amour. De dire au revoir en italien, en espagnol. Ah, l'amour, et l'amore, l'amore. L'amore. Merci Marianne, la connexion est bien difficile en cette fin de soirée. Donc merci d'avoir été là. Apparemment c'est pas mal passé finalement quand même, malgré les misères que nous a fait votre réseau parisien. Donc je rappelle que votre set qui est un recueil de nouvelles, le premier recueil de nouvelles de Mariam Raïs, est disponible sur Rencontre des auteurs francophones. Je vous invite à aller faire un tour sur le site. Vous découvrirez dans la page auteur le portrait de Mariam, avec cette biographie dont je parlais en début, qui est juste extraordinaire, que j'adore, tellement lyrique. Et puis, voilà, vous découvrirez cette interview à partir de ce soir en différé sur le site. Et vous pouvez nous suivre, vous inscrire à la newsletter que vous recevez 3 fois par semaine avec des nouveautés, des interviews, des articles du blog. Bref, il y a tout. D'ailleurs, Mariam a participé au blog. Vous pouvez retrouver certains de ses écrits dans le blog. Merci Mariam d'avoir été là. C'était pas évident, mais on y est arrivé. Je vous retrouve en tout cas la semaine prochaine. Merci. À 2h d'un autre continent. Là, c'est encore figé, mais voilà, je vous dis au revoir et muchas gracias pour l'invitation. Merci. Muchas gracias pour l'invitation. Merci à tous. Bonne fin de soirée et bonne fin d'après-midi à New York. Au revoir. Ciao.